Voilà, bonjour ou rebonjour à toutes et tous et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent dans cet espace, conférence pour cette édition Cyclo Bordeaux 2023 que j'aurai le plaisir d'animer, notamment donc les conférences et surtout les temps d'échange qui vous seront proposés à l'issue de ces conférences et qui vous permettront d'interroger directement les experts qui interviendront devant vous. Alors, comme vous le savez, cette conférence de deuxième partie de la matinée est consacrée à l'accès social et équitable à l'eau et aux outils de tarification associés. Une conférence qui est pilotée par la Régie de l'eau Bordeaux Métropole et la FNCCR, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. Nous aurons une première séquence consacrée à une suite de présentations qui vont nous être proposées par les invités que j'invite maintenant à rejoindre l'estrade, à savoir Madame Sylvie Cassou-Scott, qui est présidente de la Régie de l'eau Bordeaux Métropole, vice-présidente de Bordeaux Métropole, Madame Cécile Poublan, présidente de l'Union départementale des CCAS, Caisse centrale d'activité sociale, Monsieur Régis Ten, qui est chef du département cycle de l'eau à la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, la FNCCR, précédemment cité, Monsieur Frédéric Pomarez, qui est directeur général du syndicat EMMA, et Monsieur Simon Godefroy, consultant associé au cabinet Citexia. Voilà pour notre casting, en quelque sorte, pour cette conférence. Je vais vous proposer juste quelques mots d'introduction et de contexte, en quelque sorte, pour situer le contexte général des interventions qui vont suivre. Sachant que les services de l'eau et d'assainissement sont soumis, comme nous le savons tous, à des pressions inflationnistes fortes, conjoncturelles, pour ce qui concerne les prix de l'énergie, évidemment, la masse salariale, les travaux, mais aussi structurelles, notamment en ce qui concerne le renouvellement des ouvrages, les nouvelles normes, et tandis que les aides des agences de l'eau au petit cycle de l'eau ont plutôt une tendance baissière. Et dans le même temps, avec le dérèglement climatique, les économies d'eau doivent se poursuivre, entraînant une baisse des assiettes de facturation des services et rendant inévitable une hausse moyenne des tarifs du mètre cube. Et dans ce contexte encore, comment les collectivités peuvent-elles garantir l'accès à l'eau pour les populations les plus précaires? Quels partenariats peuvent être noués à cet effet avec les organismes sociaux? Et quels outils de tarification peuvent-ils être déployés pour équilibrer leur budget tout en garantissant un accès équitable à l'eau selon les publics et selon également les usages, la saisonnalité, autant de points que nous pourrons évoquer ensemble. C'est à ces questions que je proposerai à chacun d'entre vous de répondre, chacun dans vos domaines d'expertise respectifs, afin d'apporter un certain éclairage sur ce thème et ces sujets d'actualité s'il en est. Alors pour commencer, je vais proposer à M. Ten, Régis Ten, donc chef du département cycle de l'eau à la FNCCR, de nous poser en quelque sorte un peu le décor à travers une explication du cadre général pour ce qui concerne les financements, les enjeux globaux. Je vous laisse nous faire cette introduction, M. Ten. Merci bien. Alors, est-ce que ça... Voilà. Voilà, donc je vais vous faire un point rapide sur le cadre général européen et national sur les questions de l'accès social à l'eau, avec, pour commencer déjà de savoir de qui on parle quand on parle de politique sociale de l'eau. On parle principalement des personnes pauvres qui bénéficient de logements qui sont raccordés au réseau public d'eau potable. Donc c'est l'approvisionnement classique, habituel, mais qui, de par leur niveau de revenu, consacrent ou devraient consacrer une part importante de leurs revenus. Donc il y a un seuil, c'est peut-être comme les déficits européens, où je ne sais pas, c'est 3%. Je ne sais pas si ça a été établi pareil, mais on considère que voilà, quand ils consacrent une part trop importante, ou devraient consacrer une part trop importante de leurs revenus pour le paiement de l'eau et de l'assainissement, c'est problématique. Et donc, ces gens-là ont une facture ou payent des charges locatives, ou ont des difficultés à la payer et sont dans une situation d'impayé. Donc ça, c'est le premier bloc de personnes. Et puis, il y a quand même aussi les personnes pauvres qui n'ont pas de logement fixe ou souvent des logements très précaires, qui ne bénéficient pas du raccordement à l'eau potable et pour lequel il faut trouver aussi des solutions d'alimentation en eau type borne-fontaine, robinet, col de cygne, etc. Alors, je ne m'étendrai pas trop
sur cette deuxième catégorie, puisque ce n'est pas complètement l'objet de la conférence de ce matin, mais c'est quand même une population à prendre en compte. Alors, le cadre européen, pour mémoire, en 2013, il y a eu une initiative citoyenne européenne, Right to Water. C'était la première initiative citoyenne, hein, donc une pétition dans un cadre très formalisé qui a réuni pratiquement 1 900 000 signatures provenant de 28 États membres pour plaider sur le droit humain, le droit imprescriptible des hommes et des femmes à disposer d'eau en quantité suffisante pour leurs besoins essentiels. Cette initiative citoyenne européenne, elle a conduit, ou elle a été reprise en compte dans la directive qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, qui, dans la version de 98, ne comportait absolument aucune disposition en matière sociale, mais qui, en 2020, les a intégrées. Alors, il faut être honnête, c'est pas... vous voyez le libellé. Bon, enfin, vous avez pu voir le libellé, oui, mais... Voilà, ça y est, le libellé se réaffiche. C'est pas extrêmement contraignant pour les États. Ils veillent à assurer, à prendre des mesures nécessaires pour améliorer ou préserver l'accès à l'eau de tous aux eaux destinées à la consommation humaine. Mais tels qu'ils sont définis par les États membres, tout le monde n'a pas la même définition. Et donc, voilà, un diagnostic, déterminer les personnes qui n'ont pas accès ou qui ont un accès insuffisant à l'eau, évaluer les possibilités d'amélioration, informer des possibilités de raccordement ou des autres solutions, des bornes fontaines, je les ai évoquées, et puis prendre les mesures qu'ils jugent nécessaires et appropriées pour garantir l'accès à l'eau. Donc, pas d'objectif quantitatif, il n'y a pas de dire 100% de la population doit avoir accès à l'eau, il n'y a pas de quantité d'eau non plus, il n'y a pas de distance, mais ça reste au moins une ambition qui a été affichée. Alors, au niveau national, on n'a pas attendu la directive et même l'initiative citoyenne, puisque dès les années 90, donc il y a maintenant plus de 30 ans, le Fonds de solidarité logement a été créé, puis un Fonds de solidarité eau en 98, avec un ciblage pour l'aide au paiement des factures d'eau, enfin des factures d'énergie aussi et de loyer, bien sûr, mais notamment les factures d'eau ou les charges locatives dans les logements non individualisés. Quelques années plus tard, on a eu des dispositions particulières sur les aires d'accueil des gens du voyage, avec des obligations qui sont maintenant dévolues aux EPCI à fiscalité propre. L'intégration du Fonds de solidarité eau au FSL en 2004, et puis la possibilité pour les services d'eau de financer les FSL à partir de 2011. Ça se faisait déjà, mais c'était juridiquement un peu fragile. Étape suivante, 2013, l'expérimentation en vue de favoriser l'accès social à l'eau et mettre en place une tarification sociale, donc c'est la loi Brottes, avec 50 collectivités participantes à cette expérimentation. Et en 2019, décembre 2019, la loi Engagement et Proximité, qui a conduit à la généralisation et ouvert à toutes les collectivités qui le souhaitent, des possibilités diverses d'action en matière de politique d'accès social à l'eau, qui peuvent passer par une tarification sociale, entre guillemets, donc selon la composition ou les revenus du foyer, donc ils payent un peu moins cher l'eau, éventuellement aussi un peu moins cher l'assainissement, et ils payent les taxes pareil, parce que ça, il n'y a pas de politique sociale dans la matière. Si, on paye un tout petit peu moins de TVA, puisque c'est proportionnel. Des allocations eau qui peuvent être fléchées ou non, des chèques eau ou autres dispositifs. A été aussi autorisé les premiers mètres cubes gratuits. Alors on pourra poser la question de savoir si c'est social. Je pense que Simon Godefroy en parlera tout à l'heure. Il y a l'accompagnement aux économies d'eau, puisque effectivement quand on a des fuites en particulier, même s'il y a l'écrêtement Warsmann,
c'est des dépenses supplémentaires pour les ménages. Donc, essayons. Alors, ça vaut pour tout le monde, hein, mais en particulier les personnes pauvres. Et puis même trouver des modes de consommation qui sont plus sobres. Et puis toujours les dispositifs FSL ou centre communal ou intercommunal d'action sociale, avec la possibilité désormais de les financer jusqu'à 2%, alors que c'était 0,5% jusqu'alors. Et puis tout neuf, la transposition de la directive eau, dont j'ai parlé tout à l'heure, avec un certain nombre de mesures qui ont été traduites en droit français, transposées mais un peu plus interprétées, qui concernent donc toute personne physique qui a droit à un accès à l'eau au moins quotidien, à de l'eau destinée à la consommation humaine, donc ça c'est la terminologie européenne pour dire de l'eau potable, à son domicile, son lieu de vie ou à proximité. Donc il est mentionné que c'était le plus proche possible sans qu'il y ait de distance prévue. Maintenant, les normes internationales et même soutenues par les ONG en France, c'est 200 mètres. Et combien c'est une quantité suffisante pour répondre aux besoins en boissons, aliments, hygiène corporelle et hygiène du logement ou du lieu de vie, évalué entre 50 et 100 litres d'eau par jour et par personne, ce qui est là encore dans les standards de l'ONU et de l'OMS. Donc tout ça, c'est traduit dans des textes législatifs et réglementaires. Voilà pour les dispositifs existants en France. Merci beaucoup, Régis Ten, pour ces éléments de contexte et ces précisions. Vous avez commencé par les publics concernés, évidemment, qui nous intéressent au premier chef ici. Et je vais proposer, effectivement, comme son nom s'affiche, à Madame Cassou-Scott, présidente de la Régie de l'eau Bordeaux Métropole, vice-présidente de Bordeaux Métropole par ailleurs, de nous en dire un peu plus quant aux ambitions, aux différences par rapport au système qui a précédé l'évolution vers la régie et la volonté de mettre en place, qui est associée à une volonté de mettre en place une tarification sociale et environnementale. Je vous laisse nous en dire un petit peu plus sur ces différents aspects. Pour ce qui concerne la métropole de Bordeaux, votre micro est ouvert, Madame Cassou-Scott, normalement, et vous nous direz peut-être au passage également quels sont les enjeux opérationnels aussi de ces dispositifs. Alors, le bouton vers le haut, voilà, normalement vos micros sont ouverts. Vous m'entendez ? Oui, très bien. Bien, bonjour à toutes et à tous. Oui, donc Bordeaux Métropole a eu le souci, donc vous avez dit bien évidemment que j'étais présidente de la régie de l'eau Bordeaux Métropole, puisque cette régie est opérationnelle depuis le 1er janvier 2023. Mais déjà, avant cela, la Bordeaux Métropole avait quand même engagé une politique sociale, une politique de tarification sociale de l'eau. Je vais vous en parler. Il faut vous dire que nous, notre principe fondateur, notre principe fondateur, c'est bien sûr que l'eau est un bien commun, c'est ce qui guide nos choix politiques, et donc comme un bien commun qu'il faut préserver, qu'il faut protéger et qu'il faut aussi partager, mais qu'il faut aussi préserver et voir aujourd'hui économiser dans le contexte du réchauffement climatique qui nous préoccupe aujourd'hui. Donc dans ce contexte de raréfaction de la ressource qui nous invite à la sobriété, nous devons de nous engager dans une politique tarifaire, toujours sociale bien sûr, mais aussi environnementale. Et ça, c'est effectivement, je dirais, le challenge et la complexité de la démarche, ce que je vais donc développer. Sachez quand même déjà, pour ceux qui ne le savent pas, que cette régie couvre 23 communes sur 28 et que nous avons donc sur la métropole 800 000 habitants, dont 23% vivent dans un logement social. Et que le taux de pauvreté, c'est important, est de 12%. Ça veut dire 90 000 personnes vivent sous le seuil de pauvreté et abonnés, donc usagers de la régie. Et il faut savoir, mais vous l'avez déjà dit, Régis Ten l'a dit, effectivement, que nous considérons qu'un ménage paie à peu près 3% de sa facture d'eau. La facture d'eau revient à 3% de sa facture. Il faut le dire aussi parce qu'il est important de garantir l'accès à l'eau. Il est important de réfléchir aux modalités pour le faire, qu'elles soient le plus équitables possible. Et en même temps, c'est une facture qui n'apparaît pas comme celle qui est la plus lourde dans un ménage lambda, beaucoup plus dans un ménage effectivement qui a des revenus très faibles.
Donc ce n'est pas forcément toujours une préoccupation partagée par tous. Alors, nous nous étions engagés sur une politique de tarification sociale par le dispositif d'expérimentation de la loi Brottes, qui va d'ailleurs se terminer en 2024. Donc, depuis à peu près 10 ans, presque 10 ans, Bordeaux Métropole a utilisé ce dispositif et a accordé d'ailleurs la première année de la mise en œuvre 400 000 euros. Et en 2022, elle n'en accordait plus que 330 000 euros. Pourquoi ? Parce que malgré ce dispositif qui était quand même très souple, puisqu'il s'est rajouté au dispositif du FSL, nous étions sur des critères d'éligibilité qui étaient très clairement définis, mais qui laissaient quand même les travailleurs sociaux, dans leur évaluation sociale, déterminer le bien fondé ou non d'attribuer ce chèque eau aux personnes, à ces usagers. Malgré tout, force était de constater, après 10 ans de bilan, que nous étions loin du compte, puisque seulement 20% de l'enveloppe était utilisée. 20% de l'enveloppe était utilisée. Et ne concernait donc que 530 bénéficiaires. Donc il y avait des trous dans la raquette. Alors ça, on le sait, hein, ça renvoie bien évidemment au non-recours au droit, puisqu'il s'agit de faire une demande auprès du CCAS pour avoir ce chèque eau. Faut-il donc encore le savoir qu'on a ce droit? D'autre part, il faut être en situation de demande. Et être en situation de demande n'est pas si évidente que cela pour les ménages qui vivent notamment en logement collectif, donc en logement social, et qui paient leur facture d'eau dans les charges. Donc elle n'apparaît pas véritablement. Donc ceci, et nous avons d'ailleurs fait un bilan avec les CCAS, mais je laisserai... Ma voisine vous en parle un peu plus, mais enfin, nous avons fait ce bilan qui nous laissait effectivement, qui nous invitait à revoir ce système. Alors, je pourrais vous dire aussi que je suis moi-même adjointe à l'action sociale dans ma commune, hein, et vice-présidente de la CCAS. Et donc, j'ai été effectivement confrontée à cette question-là. Et j'ai tendance quand même, plus que tendance, à plaider pour l'automaticité des aides, pour lutter contre le non-recours au droit. Et donc, ça, c'est aussi un principe fondateur que je souhaite développer dans la recherche de cette nouvelle politique tarifaire sociale et environnementale. Alors, tarification sociale et environnementale, c'est ça la difficulté, la difficile équation, c'est-à-dire effectivement de pouvoir garantir l'accès à l'eau à tous, hein, et en même temps d'inviter tous, et je dis bien tous, à économiser l'eau et à revoir ses usages de l'eau. Donc, je pense que Simon Geoffroy y reviendra plus précisément. Mais nous avons fait énormément de scénarios et moi, j'ai envie de vous dire que ce qui me préoccupe le plus dans la recherche de ce travail-là est de trouver le meilleur modèle sans qu'il y ait trop de trous dans la raquette. C'est la démarche que l'on emploie et la méthode que l'on met en œuvre pour se dire quelle est la meilleure tarification pour garantir l'accès à l'eau pour tous. Je crois qu'il faut éviter, nous avons fait le choix d'associer les CCAS, donc nous les avons rencontrés, nous avons fait un bilan avec eux. Nous avons pu constater que l'automaticité de l'aide vers laquelle nous allions et qui était quasiment garantie et facilitée par la CAF, même s'il y a encore quelques petits problèmes à soulever, mais enfin la CAF est tout à fait consciente et a envie de nous accompagner dans cette démarche. Eh bien, nous avons quand même une personne sur deux qui vit seule dans la métropole, et notamment des personnes âgées. Donc là aussi, cette automaticité nous invite à aller voir un autre organisme, qui sera probablement la CARSAT, et peut-être encore bien d'autres, ou peut-être aller voir avec le FSL pour compléter un dispositif que nous allons mettre en place. Donc c'est pour dire que, et là moi je le dirai en tant qu'élu, j'en témoignerai en tant qu'élu, on peut avoir toutes les bonnes idées qu'on veut. À un moment donné, quand on s'attelle au travail, c'est vraiment pas simple. Nous avons dû faire X scénarios et à chaque fois, nous revenions sur mais qui cela pénalise. Et donc, effectivement, à chaque fois, tous les scénarios nous démontraient que lorsqu'on faisait des tranches, puisque nous avons, nous, une part fixe et une part variable, avec 3 tranches, donc moins 120 mètres cubes, moins 200 mètres cubes et plus, eh bien, nous avions toujours des ménages, ces ménages, qui étaient pénalisés, notamment, il faut le savoir aussi, une difficulté que nous rencontrons, c'est l'absence de compteur individuel dans tous les appartements.
Donc, on ne sait pas qui est derrière le compteur. Donc, comment va-t-on pouvoir aller au plus juste, puisque nous, notre souhait, c'est quand même d'aller dans une politique la plus juste possible et la plus équitable. Donc, nous avons trouvé un principe très simple, finalement, et c'est celui auquel j'adhère, mais celui que je vais vous présenter est un projet, puisque nous n'avons pas encore validé, et notamment, ça passera aussi par une validation des élus du Conseil métropole, mais aussi nous allons nous confronter au regard des bailleurs sociaux que nous allons rencontrer. Nous sommes aussi donc en phase de pouvoir rencontrer le Conseil de développement et la commission consultative des services publics locaux, donc les associations représentatives. C'est important cette méthode-là, j'insiste beaucoup là-dessus. Nous envisageons à terme dans cette régie d'avoir un conseil des usagers. Nous avons déjà intégré la CLCV, qui est vous le savez, un syndicat de défense des consommateurs. Mais il est important, lorsqu'on met en place une politique tarifaire, pour qu'elle soit sociale et environnementale, d'associer tous les acteurs pour trouver le meilleur consensus et s'assurer qu'on ne va pas passer à côté et qu'on ne va pas avoir des trous dans la raquette. Donc le principe va être très simple et je finirai là. Ça va être donc un seul prix, pas de tranche, baisser la part fixe. Et en baissant la part fixe, donc un seul prix, et plus on consomme, plus effectivement on paiera. Donc là, ça invite à la sobriété. Et en même temps, une automaticité de l'aide qui garantira qu'un ménage, qu'aucun métropolitain ne verra excéder sa facture d'eau de plus de 3% dès lors qu'il est sur un revenu, sur des revenus très faibles. Voilà. Donc une sorte de plafonnement. Un plafonnement, oui, tout à fait. Bien. Donc, comme vous l'avez très bien expliqué, en confrontant les idées de départ à certaines réalités de terrain, il n'y avait pas de formule magique en quelque sorte. Donc vous avez priorisé et vous avez décidé d'arbitrer sur cette formule la plus simple finalement qui soit à vos yeux. Et donc vous allez maintenant confronter justement à ce terrain. Et voilà. Merci beaucoup pour cette présentation, Madame Cassou-Scott. Bien sûr, vous pourrez y revenir et ajouter quelque chose si vous le souhaitez ou préciser, notamment pendant le temps d'échange qui suivra, que je proposais aux participants qui étaient présents parmi nous dès le début de cette conférence. J'en profite pour accueillir et remercier de leur présence ceux qui nous ont rejoints depuis. Alors, première illustration en quelque sorte que je vous propose maintenant avec Madame Poublan que vous avez citée, Cécile Poublan qui est présidente de l'Union départementale des CCAS de Gironde, j'imagine, Madame Poublan, c'est ça? Oui. Voilà. Ça. Donc nous sommes bien toujours dans ce contexte et ce périmètre géographique. Un premier retour sur cette expérience du travail que vous menez entre services de l'eau et les CCAS. Je vous laisse nous en dire un peu plus. Merci. Donc effectivement, alors pour une précision peut-être utile, les centres communautaires d'action sociale, c'est l'outil d'une mairie et d'une ville sur toute leur politique sociale et donc des solidarités. L'accès aux énergies et à l'eau est une préoccupation quotidienne pour les habitants et donc du coup pour les CCAS, puisque les CCAS ont tous des règlements d'intervention et vont attribuer des aides facultatives auprès des habitants et dans lesquels on va retrouver effectivement l'aide au paiement de la facture d'eau, entre autres. Et aujourd'hui, bien sûr, en fonction de l'inflation, vous imaginez bien que les publics augmentent dans les CCAS, que des personnes qui ont un travail aujourd'hui peuvent être en difficulté et on a clairement une augmentation de ces publics et un basculement de beaucoup de foyers vers des situations de vulnérabilité dans leurs revenus. Oui, on sait tous que la précarité n'est plus associée ou corrélée au non-emploi. Voilà, exactement, effectivement. Donc je préfère effectivement revenir dessus parce que du coup le sujet est encore plus important depuis quelques mois où vraiment il y a des grandes questions qui arrivent aujourd'hui pour savoir comment on peut soutenir nos concitoyens dans leur paiement de leurs factures. Et donc l'approche de Bordeaux Métropole est importante pour nous parce qu'elle va venir nous soutenir. L'autre chose, c'est ce qu'a dit Sylvie sur l'automatisation. Effectivement, notre grande problématique, c'est l'accès au droit de façon générale. Dès qu'un droit doit être demandé, on sait qu'on perd un nombre assez important, évalué souvent au-dessus de 30% de la population, qui n'accédera pas à ce droit-là et qui ne poussera pas à la porte du CCAS pour plein de raisons, mais ça reste effectivement une des difficultés. Donc le scénario proposé aujourd'hui par la régie nous permet effectivement, et par Bordeaux Métropole nous permet aujourd'hui de se dire qu'on va pouvoir toucher ces publics-là
les plus touchés dans une proportion qui ne sera pas négligeable, puisque les transferts sociaux qu'a fait MSA sont quand même le plus grand transfert que touchent les foyers, la majorité des foyers, mais avec une difficulté, donc Sylvie a souligné, de certains publics, et c'est là où le travail avec les CCAS est important, identifier ces publics-là. Donc on sait en fait qu'on a un public personnes âgées qui ne sont souvent pas locataires, propriétaires, puisqu'ils ne vont pas toucher du coup les APL, et donc aussi cette nouveau public de travailleurs précaires. Donc les CCS vont être là en fait pour combler les trous dans la raquette dont parlait Sylvie, hein, c'est-à-dire venir chercher ces publics-là avec des situations plus complexes, plus vulnérables, et donc ça va être un travail complémentaire qui a tout son sens. Que de venir flécher et renseigner oui, quant à ces publics. Effectivement, les ramener vers ce droit-là, peut-être solliciter de la dérogation, venir en fait fouiller un peu plus dans un dossier, puisque l'automatisation a un défaut, c'est celui de faire des grandes cases, et que si on ne rentre pas dans la case, du coup on n'accède pas à son droit. Mais ça, on pourra faire tous les miracles du monde, on aura toujours cette difficulté-là, mais ça permet effectivement au CCS de venir se centrer vraiment sur ce public-là, et de plus... Aujourd'hui, le Checo en fait demande que les personnes poussent la porte, qu'elles fassent la demande, que ça soit instruit par un travailleur social, et pour toute personne. Demain, en fait, on fera le même travail, mais on le fera que pour les publics qui n'ont pas pu avoir accès à ces droits-là. Et je pense que l'autre intérêt aussi dans l'accès aux droits, c'est la communication qui pourra être faite sur cette tarification solidaire, qui sera de fait une tarification grand public, alors que nous, les CCS, nous avons beaucoup de difficultés à communiquer sur l'aide facultative qu'on pourrait apporter et le soutien de l'accompagnement qu'on pourrait apporter. Donc ça, c'est aussi un enjeu pour nous de travailler aujourd'hui en collaboration. Merci beaucoup Madame Poublan, merci pour cette première illustration. Je vous propose de continuer avec un deuxième exemple, un deuxième retour d'expérience concret, celui de la tarification sociale avec la mise en place d'un partenariat avec la Caisse primaire d'assurance maladie. Et pour nous en parler, c'est Monsieur Pomarez, Frédéric Pomarez, qui est directeur général du syndicat EMMA, que vous nous présenterez à cette occasion, Monsieur Pomarez, qui va nous en parler. Alors, le micro doit être ouvert. C'est le micro numéro combien? Vous avez un numéro tout en bas. Le bouton vers le haut, si vous voulez bien, parce que, voilà, normalement... Bon, ben voilà. Vous m'entendez? Voilà, oui, très bien, merci. Bonjour à tous. Donc, le syndicat, je vais vous parler d'un témoignage d'un syndicat qui a mis en place 2 dispositifs qui ne sont pas parfaits, qu'on va re-questionner parce qu'on... c'est un syndicat ici d'une fusion de 2 syndicats, et une 3e collectivité va arriver sur le syndicat avec un 3e tarif. Donc on va questionner notre tarification et aussi faire un point sur nos dispositifs. Donc là, c'est un témoignage de ce qui existe et des imperfections. Donc le syndicat EMMA, c'est au Marin-Saint-Marin-Adour, donc c'est dans le département des Landes, dans le sud du département des Landes, avec 2 territoires. Donc avec une historique sur 2 syndicats, un syndicat qui est plutôt côtier, donc avec une tarification, les deux territoires sur une tarification par fixe, par variable. Mais vous aurez compris que sur la partie côtière, les parts fixes sont plus importantes que sur la partie rurale, qui est plutôt rétro-littorale. Donc ce qui nous pose aussi des questions sur la tarification. Donc c'est un syndicat, donc 30 communes, avec de la gestion en régie directe sur les 3 services, eau, assainissement non collectif. Donc il y a 56 agents qui travaillent au syndicat. Et on a une évolution de la population été-hiver, donc quasiment 50 000 l'hiver et plus de 150 000 l'été. Donc 2 tarifs, donc un sur un secteur Marin-Adour qui est plus rural, et un secteur Marin-Saint qui est au bord de la côte, donc pour ceux qui connaissent Souston, Vieux-Boucau, Molietz. Voilà. Donc des tarifs différents. Donc plus de 31 000, quasiment 32 000 abonnés. On est sur un secteur très dynamique au niveau de la population. Donc tous les ans, on prend 2,5 à 2,8% d'abonnés en plus. Une forte consommation quand même par abonné, 91 mètres cubes. Et donc 2 dispositifs que je vais un peu détailler. Donc un dispositif sur une tarification progressive
et un dispositif sur une exonération de la part fixe eau. Donc sur la tarification, donc je vous ai dit, les parts fixes sont différentes entre les deux territoires, et plus importante la part fixe sur le territoire marin-sain, où on est sur l'aspect sur les communes côtières. Et sur le deuxième territoire, on avait mis en place, quand on est passé en régie en 2013, on était sur un tarif dégressif. On est passé à un tarif progressif, mais avec des imperfections. On a 3 tranches, nous, de consommation, de 0 à 10, de 11 à 120 et plus de 120. Et on avait considéré les eaux comme essentielles, comme utiles et comme de confort. Les inconvénients de cette tarification progressive, c'est qu'on n'a pas accès à la composition du ménage pour l'instant. Donc c'est les familles nombreuses qui peuvent être pénalisées. On a l'impossibilité d'appliquer cette tarification sur l'ensemble du syndicat, parce que pour la partie côtière, si on diminue la part fixe, on va être pénalisé, parce que les résidences secondaires ne participeraient pas à la vie du syndicat, en tout cas aux charges du syndicat. Et ce qu'on constate aussi, vu le nouveau décret de 2022, de décembre, c'est par rapport à l'accès de tous à l'eau, on est sur d'autres types de consommation, en fait, de 50 à 100 litres d'eau. Donc, on est plus sur du 36 mètres cubes par personne, au lieu des 10 mètres cubes que nous, on avait considéré pour une famille, quoi. Donc là, tout ça, ça doit être re-questionné, mais aussi à mettre en avant. Mais je pense que on va en parler après, c'est le biais aussi. Est-ce que c'est la consommation? Est-ce que c'est la partie environnementale qu'il faut privilégier? Voilà. Donc le deuxième dispositif, donc le syndicat, une partie du syndicat, le SIAM, donc la partie côtière, était inscrite dans le dispositif, faisait partie des 50 collectivités qui étaient dans le dispositif expérimental suite à la loi Brottes. Et donc là, les élus, l'objectif, c'était d'avoir un tarif social pour les plus démunis, qui est une aide versée automatiquement, qui n'est pas des démarches à faire, et donc d'avoir une modalité d'intervention simplifiée. Donc ce qui a été mis en place, bon, c'était pour les abonnés bénéficiaires de la CMUC, donc maintenant c'est la CSS. Donc c'était l'abandon de la part fixe, et pour mettre en place ça, on a conventionné avec la CPAM, la Caisse primaire d'assurance maladie des Landes, et plus récemment avec celle des Pyrénées-Atlantiques, parce que notre syndicat est certes dans les Landes, mais une partie des communes du sud sont concernées par la CPAM des Pyrénées-Atlantiques, donc à Bayonne. Donc et quand on a fait cette convention, on avait pris en compte la problématique RGPD, donc protection des données, qui est venue un peu compliquer les choses. Donc le procédé, donc il est assez simple. On envoie nos fichiers clients à la CPAM, donc on a une convention, donc le numéro de contrat, le nom et l'adresse. Donc on envoie un fichier Excel aux 2 antennes de CPAM qui nous retournent ce fichier en mentionnant les personnes qui sont bénéficiaires de la CSS. Donc on envoie ça 2 fois par an et on a un contrat, enfin une convention qui, la CPAM nous retourne sous 45 jours ce listing, et nous on prend en compte directement les gens et on enlève la part fixe à ces personnes-là. Donc c'est assez simple. Donc on a 415 abonnés sur les plus de 31 000 qui sont concernés. C'est un montant en tribut de quasiment 14 000 € hors taxe. Et donc on enlève la part fixe de 53 € et 28 €. Donc ce qui peut aussi être considéré comme faible. Donc ça aussi on va le questionner comme aide. Donc les avantages du dispositif, c'est que c'est un versement automatique. Donc il n'y a pas de démarche à faire pour l'abonné. Traitement rapide aussi par le syndicat à notre échelle, hein. Après, il faut voir ça à l'échelle de syndicats plus grands. Donc l'inconvénient, c'est la mobilisation des CPAM, malgré les conventions. Je vous dis, la CPAM du
Pyrénées-Atlantiques a plus de mal à rendre les fichiers que le CPM des Landes. La limite du dispositif, c'est pour les logements collectifs. Parce que là, quand il n'y a pas d'individualisation des compteurs, on ne connaît pas les gens qui sont derrière dans les appartements. Alors que c'est vrai que sur notre territoire, on a très peu de logements, de compteurs collectifs, quasiment même pas. Donc c'est pour ça qu'on peut le mettre sur notre syndicat, mais sur d'autres collectivités, c'est plus problématique. Et l'autre partie, c'est que on travaille à la CPAM, mais on a un secteur rural avec très agricole et on ne touche pas les MSA, quoi. Tout ce qui est la partie agricole. Donc il faut qu'on travaille là-dessus. Donc voilà un peu toutes les imperfections des deux systèmes. Et on va travailler dessus dans la programmation de nos convergences de prix et de re-questionner un peu nos deux dispositifs. Merci beaucoup, Monsieur Pomarez. Donc, avant de vous proposer d'interroger directement nos intervenants, si vous le souhaitez, ou si vous avez des questions précises ou qui concernent des situations particulières que vous connaissez, peut-être êtes-vous représentant vous-même de collectivités ou d'organisations, de structures concernées. Je vais vous proposer donc, avant cela, d'entendre, pour compléter ce tour d'horizon, j'espère exhaustif sur le sujet, d'entendre M. Simon Godefroy, consultant associé au cabinet Citexia, que je vous laisserai nous présenter. M. Godefroy, pour revenir à l'acception générale de la tarification sociale, parce que ça peut être un peu aussi la bouteille à l'encre et ça peut prendre plusieurs acceptions ou être très sujet à interprétation. Alors de quoi parle-t-on exactement ? Quelle définition mettons derrière cette appellation ? Et puis, est-ce que justement celle-ci ne cache pas quelques idées reçues parfois ? Bien. Bonjour à tous, merci beaucoup. Donc, Simon Godefroy du cabinet Citexia. On est un cabinet qui est spécialisé sur les stratégies de tarification des services publics locaux. Donc on travaille sur la tarification des déchets, notamment la tarification incitative pour que les ménages produisent moins de déchets, mais aussi sur la tarification sociale de la restauration scolaire ou des crèches. Et donc on travaille sur la tarification environnementale et sociale de l'eau. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a pu accompagner un certain nombre de collectivités pour travailler sur ces sujets et cette difficulté d'allier à la fois les enjeux environnementaux et les enjeux sociaux. Et donc il n'y a déjà pas eu beaucoup de choses qui ont été dites. Je voulais juste repartir d'un petit questionnement, parce qu'on a tendance un peu à l'oublier. Et il y a un petit problème dans l'eau, mais qui in fine, beaucoup l'oublient, et du coup ça peut créer pas mal de confusion. Un petit exemple d'entrée rapide: qui consomme plus entre ces deux usagers, un usager A et un usager B? Moi je suis gestionnaire d'eau, j'envoie des factures à des usagers A et des usagers B. Je ne sais pas exactement qui sont, mais à première vue vous allez dire voilà, premier usager 50 mètres cubes, c'est un petit consommateur. Alors petit consommateur, mignon peut-être, mignon consommateur, petit. Tout ce qui est petit est souvent mignon, mais puis à côté on a un consommateur 120 mètres cubes, c'est quand même, c'est un gros consommateur, gros, pas très joli, pas très sympa, gros. Alors on pourrait dire grand, mais en fait non, on dit gros souvent. Mais cet usager 50 mètres cubes, alors 50 mètres cubes d'eau, 137 litres d'eau par jour en moyenne. Et en fait, moi, je me suis aperçu qu'on avait quand même des difficultés à apprécier ce que ça voulait dire 137 litres d'eau par jour. Et ben, c'est 14 minutes de douche. Alors, on le voit bien, l'ado, qui est 14 minutes sous sa douche et qui dit ouais, on le voit bien. Et en fait, en moyenne, alors, sur la moyenne pour une personne, elle est plutôt autour de 40-45 mètres cubes. Par personne. Là, c'est un usager A de 50 mètres cubes. Bon, il sera en moyenne à 14 minutes. Alors, il ne fait pas que sa douche. Il fait aussi de la vaisselle, il fait aussi du nettoyage. Mais... Par contre, l'usager à 120 mètres cubes, alors lui, 329 litres d'eau par jour. On est à 32 minutes sous la douche. C'est pas mal. Mais ça, c'est ce que je vois du service. Enfin, moi, en tant que service, je vois ça. Mais derrière, en fait, il y a une réalité qui est un peu différente. Donc, qui consomme le plus par rapport à ces deux usagers? En fait, l'usager A, c'est un ménage de une personne. Alors lui, effectivement, il reste 14 minutes sous sa douche, mais tout seul. Alors que l'usager à 120 mètres cubes, c'est 4 personnes.
4 personnes, alors là, on dirait que ce n'est pas des ados, parce que ils sont plus petits quand même, mais ils sont peut-être un peu plus grands. Mais globalement, en moyenne, ces 4 personnes, si je ramène ça, il reste que 8 minutes sur leur douche. C'est déjà quand même beaucoup, 8 minutes. Hein. On peut faire un peu d'effort. On a calculé que sur Bordeaux, si tous les Bordelais restaient 1 minute de moins sur leur douche, on économisait 4 millions de mètres cubes d'eau. Donc ça fait quand même pas mal de mètres cubes d'eau économisés si on restait un petit peu moins de temps sous la douche. Mais globalement, ce que ce petit exemple veut dire, c'est que sur qui on doit concentrer notre effort, à qui on doit dire il faut baisser sa consommation d'eau, à qui on doit dire attention, vous consommez trop. Ce n'est pas à l'usager qui consomme plus de 120 mètres cubes, c'est à l'usager de 50 mètres cubes dans cet exemple. Et donc ça veut dire qu'il faut être incitatif à la maîtrise des consommations d'eau dès les premiers mètres cubes d'eau. En tout cas, la grosse difficulté, et vous l'évoquiez Frédéric, c'est que comme on ne connaît pas le nombre de personnes qu'il y a derrière un compteur, si on commence à dire qu'au-delà de 120 mètres cubes, il faut faire des économies, eh ben on loupe à peu près 80% de la cible de gens qui se situent en dessous de 80 mètres cubes et qui sont les ménages de 1 ou 2 personnes. Donc il y a un vrai sujet à bien faire comprendre que la tarification progressive, elle naît d'un grand malentendu, qui est que, à mon avis, vraiment, la plupart des gens prennent comme une évidence qu'on connaît le nombre de personnes qu'il y a derrière un compteur. Or, ça n'est pas le cas, et ça risque pas d'être le cas rapidement, parce que c'est une donnée assez complexe à retravailler et à repluguer. Alors, ça pourrait être des évolutions, hein, de faire en sorte qu'on connaisse le nombre de personnes derrière les compteurs, mais jusqu'à maintenant, ça l'est pas. Et puis, même si on l'avait, ça deviendrait un peu compliqué, parce que certains ont des compteurs doubles, un d'eau chaude, un d'eau froide. Et donc, du fait, on ne sait plus exactement, l'eau chaude est collective et portée par l'ensemble de l'immeuble. Et donc, on peut avoir des difficultés derrière aussi à remesurer de toute façon. Donc, ça, c'est un vrai sujet. Et donc, tout ce qui est tarification progressive, moi, je maintiens que c'est ni environnemental, voire même presque des fois anti-environnemental pour la cible qui pourrait être visée des petits consommateurs, enfin des petits, de ceux qui ont des consommations en dessous de 50 mètres cubes, qui sont peut-être des fois un peu dispendieux quand même, et pas social non plus, parce que l'enjeu, c'est bien sûr de garantir un certain nombre de mètres cubes d'eau en fonction de la taille des ménages. Et donc, si on veut essayer de garantir ne serait-ce que 30 mètres cubes d'eau à un prix accessible, bah, ça peut être 30 mètres cubes pour une personne, mais ça peut vite être 120 mètres cubes pour un ménage nombreux. Donc ça, c'est un deuxième point. En tout cas, j'aimerais bien que cette idée reçue sur le fait que la tarification, elle est progressive et donc elle devient sociale et environnementale, on puisse la questionner, la remettre en débat, parce que c'est un sujet qui s'étend un peu dans le débat public aujourd'hui, et il faudrait quand même re-questionner un petit peu ça. Après, l'autre sujet, c'est une fois qu'on s'est dit, OK, on va s'attacher à la question de la précarité en eau, la précarité, va falloir la définir. Et finalement, il y a quand même pas mal de définitions possibles de cette précarité. Il y en a qui s'arrêtent à la question du curatif, c'est-à-dire je vais régler le problème des impayés. Déjà ça représente 1 à 2%, voire 3%, des fois plus encore, hein, de mon budget, mais je trouve que l'impayé, c'est l'angle principal. Or, et on a pu le regarder encore, 80 à 90% des ménages précaires, notamment dans toutes les collectivités qui ont déjà mené des expérimentations, payent leur facture d'eau. Alors ça veut dire qu'il y a quand même 10 à 20% des précaires qui ne la payent pas, c'est beaucoup. Mais globalement, le problème, c'est pas du tout l'impayé. C'est le fait que pour un certain nombre d'usagers, le poids de la facture d'eau est important. Et donc on évoquait le poids. Et donc avant d'aller sur le poids, la question c'est aussi qui, et on l'a vu tout à l'heure, il y a une vraie problématique. Est-ce qu'on s'adresse qu'aux abonnés qui ont une facture, ou est-ce qu'on s'adresse à tous les usagers qui payent l'eau d'une manière ou d'une autre, y compris dans leur charge en eau? Et donc là, il y a un gros dilemme, parce que sur des territoires, on a à peu près 40 à 50% des ménages qui sont derrière des compteurs collectifs. Donc si on commence à dire on va faire du social en passant par la facture, on va louper 40 à 50% de la cible. Donc là, il y a un vrai enjeu aussi à redéfinir ça. Et alors ensuite, Régis a évoqué le 3%, hein, qui serait sorti du même débat sur le déficit budgétaire européen. Il y a des définitions, on ne sait pas trop exactement d'où ça vient. Moi, j'aime bien une des pistes que j'ai trouvées, qui était de dire qu'en moyenne sur l'OCDE, il y avait les ménages les plus modestes faisaient 1,5% d'effort. Alors l'effort, c'est le poids que représente la facture par rapport aux ressources du ménage. C'est-à-dire que je consacre 3% de mes revenus, de mes ressources, on va aller un peu plus dans le détail, à payer ma facture d'eau. D'ailleurs, je consacre... Le truc très simple qu'on a, on connaît tous, c'est quand je vais voir
un bailleur pour prendre un logement ou un banquier pour avoir un emprunt, il regarde, il fait est-ce que votre emprunt va peser plus de 30% de vos revenus? Si ça pèse plus de 30%, ça veut dire que vous allez être dans un risque d'impayé et donc je ne vous prête pas. Ben là, c'est un peu pareil l'eau. Est-ce que si ça représente plus de 3% de votre budget, il va y avoir un risque d'impayé, donc il faut que je redescende en dessous de 3% pour vous aider. Donc les APL, l'aide au logement, a été construite initialement pour refaire descendre le poids du loyer à hauteur de 30% du budget du ménage. Donc ça, c'est une première définition. Et les ménages les plus précaires en Europe, dans les pays de l'OCDE, étaient autour de 1,5% d'effort moyen. On a considéré que 2 fois l'effort moyen, 3%, était quelque chose de trop problématique. Bon, ça pourrait être de là que vient ce 3%. Mais 3% de quoi? De quoi? Parce que là, en fait, il y a un vrai sujet. Il y a beaucoup de services ici qui réfléchissent à moi, je suis responsable de l'eau potable. Puis d'autres services qui disent, moi, je suis responsable de l'assainissement. Et puis, il y en a qui disent, ok, on va faire les choses séparément, chacun de son côté. Moi, je ne travaille que sur l'eau. Alors, je prends... mais en fait, vu de l'usager, ça n'a aucun sens. La facture d'eau, elle va C'est la même enveloppe. C'est la même enveloppe de l'eau, de l'assainissement, de la TVA, etc. Et donc, il y a un vrai sujet aujourd'hui. Qui va payer parce qu'on est quand même dans un contexte où l'eau paye l'eau, de l'assainissement paye l'assainissement. Est-ce que la précarité de l'eau va être payée par le budget de l'assainissement ou pas? Ou est-ce qu'au moins la précarité de l'assainissement soit payée par le budget de l'assainissement, la précarité de l'eau par le budget de l'eau? Et ça, c'est un gros sujet aujourd'hui, de savoir quel périmètre on regarde et quel périmètre finance la problème. Vous êtes en train de nous compliquer l'équation là. Jusque-là, mais là, j'avoue qu'effectivement, vu de l'usager, déjà, regardez une facture d'eau, vous comprendrez la complexité de l'équation. Rien que regardant votre facture d'eau, vous verrez que c'est très complexe. Et donc, la question derrière, c'est aussi, ok, je parle de l'eau de l'assainissement, mais je parle de combien de mètres cubes? Parce que, effectivement, si je consomme que 20 litres d'eau par jour, donc 20 litres d'eau par jour, ça va me faire... c'est de l'eau vitale, enfin, vraiment, je suis vraiment dans les trucs les plus bas. C'est sûr que je ne vais pas avoir une facture très élevée, donc on n'aura pas besoin de m'aider beaucoup. Si vraiment je me réduis vraiment dans ma consommation. En moyenne, les Français sont plutôt autour de 137 litres d'eau par jour. Donc là, effectivement, à 137 litres d'eau par jour, je vais avoir une facture importante et donc il faudrait qu'on mette beaucoup. Et donc la définition du volume qu'on essaye de garantir, et là je peux vous poser la question, la question c'est est-ce qu'il faut mieux avoir 10 mètres cubes gratuits ou 10 mètres cubes normaux à peu près accessibles? Parce que si j'ai 10 mètres cubes gratuits mais que les autres sont très très chers, juste pour avoir mon eau normale, pour vivre normalement, ça va peser plus de 3%. Donc ça, c'est un gros sujet qui est absolument pas clair. Sur les 50 collectivités qui ont expérimenté, il n'y a pas eu de débat encore sur quels étaient les volumes minimums à garantir. Et en plus de ça, 3%, ok, pour quelques volumes d'eau, ok, mais par rapport à quoi comme ressource? Si une personne n'a aucun revenu, globalement, les 3%, ça fait tout le prix de la facture d'eau. Si elle n'a aucun revenu, le poids de la facture d'eau représente 100%, est infini. Donc il faudrait que j'aide sur la totalité de la facture d'eau. Donc c'est pas juste en enlevant la part fixe que je vais régler le problème. Par contre, si je considère que la personne, elle a des minima sociaux, et même qu'elle a des aides, et qu'elle a des APL, et puis qu'elle a des aides pour les enfants, etc., les ressources du ménage vont être plus importantes, et donc le 3% va être beaucoup plus facile difficile à atteindre, ou en tout cas, on va considérer que les ménages modestes sont moins modestes. Et en gros, cette question de comment on considère le niveau de revenu des ménages, elle n'est pas non plus très claire et très posée. Donc ça fait partie des sujets qu'il faut débattre, parce qu'en fonction de ces choix, clairement, vous avez un problème de précarité en eau qui peut aller de 0% à 30% de votre budget, selon que votre territoire il est plus ou moins aisé et que votre prix de l'eau il est plus ou moins élevé. Donc c'est un vrai sujet. Pour vous aider sur le site alors je mets un peu ma pub, on a un petit logiciel en ligne sur le site du ministère qui permet d'évaluer le niveau de précarité, mais surtout de jouer avec ces différents paramètres pour voir comment le niveau de précarité va s'exprimer. Et moi je pense que c'est l'enjeu des prochains travaux, au-delà des solutions, parce qu'en fait on se concentre très très vite sur les solutions, mais on ne se concentre jamais sur la nature du problème. Donc il y a un vrai sujet à se reposer la question du problème, le partager pour ensuite aller vers les solutions. Je vais me dépêcher parce que là j'ai pris un peu plus de temps. Sur les solutions, on m'a demandé de faire un peu une synthèse de ce qui se passait et de ce qui existait sur d'autres secteurs. Donc j'essaye de dresser un peu un panorama des solutions. Il y a effectivement les systèmes déclaratifs pour obtenir les données sociales, pour mettre en place une aide dont le niveau est à définir donc, par rapport à mon intervention précédente. Mais
une fois qu'on a décidé de mettre en place un dispositif, il y a les systèmes déclaratifs. C'est-à-dire que l'usager doit faire la démarche d'aller demander et donc doit dire, voilà, moi j'ai besoin d'une aide en eau. Et là, on l'a vu, hein, vous l'aviez dit, en fait, le taux de recours, il est assez faible. On a assez peu de personnes. Vous parliez de 550 foyers aidés, alors qu'il y a 40 000 ménages qui bénéficient du RSA et de l'allocation adulte handicapé sur Bordeaux. Il y a 40 000 ménages qui sont dans une situation de précarité et il y a eu 500 aides demandées. Donc vous voyez un peu le rapport pour aller faire la démarche déclarative. Et en plus de ça, ça coûte assez cher puisqu'il faut accueillir les gens, faire un dossier, établir les critères, etc. Alors, ce que vous avez évoqué, qui est très juste, c'est que c'est quand même le dispositif le plus humain qui existe et que ça pourrait être le déclaratif pourrait toujours être... Ouais. C'est nous. Hein. Ouais, non, c'est pas nous, C'est je nous. pense pas. Ça. C'est un bruit extérieur, je C'est un pense. bruit extérieur. Non, c'est ça. Non, j'allais dire quelque chose qu'il fallait pas dire. Ah, bon, ça va être compliqué là. Voilà. Donc, le dispositif déclaratif peut être complémentaire au système automatique. C'est-à-dire qu'automatique, on va s'appuyer sur un fournisseur de données, qui peut être la CAF, qui peut être la CNAM, qui peut être la MSA, qui peut être la CARSAT. Et donc là-dessus, on va récupérer des données en considérant que les usagers les plus précaires ont déjà fait une démarche. Et Dieu sait que les démarches sont compliquées, même pour accéder à des droits très importants comme l'APL ou le RSA. Et donc on va s'appuyer sur cette démarche déjà faite par l'usager pour considérer qu'une fois qu'il a démontré qu'il était précaire à un organisme, on va récupérer ces données-là pour pouvoir baser notre aide. Et ensuite, on a 3 solutions. Alors, j'ai catégorisé en 3 solutions. La première, c'est les tarifs sociaux. Donc, on va essayer de dire, OK, j'ai des données sociales et donc maintenant, je vais essayer d'appliquer une règle sur mes usagers dont j'ai des factures pour essayer de voir en fonction de ces données sociales si je peux accorder un montant d'aide. Et là, le problème, c'est que c'est quand même un peu complexe, un peu coûteux. Alors, ça dépend des contextes. Dans certains cas, il y a assez peu de monde et les gens sont plutôt en maison individuelle, donc on arrive à les retrouver. Mais quand on obtient des données de la CAF ou de la MSA, c'est Madame Machin qui habite là. Puis quand on regarde le fichier de facture, c'est Monsieur Machin qui habite là. Est-ce que la corrélation est la bonne ? Est-ce que c'est bien sur ces 2 factures que je dois faire le lien ? Donc ça, c'est des questions. Quand on a plus de 20 30 000 allocataires, ça prend un temps fou à croiser. Et d'ailleurs, un des opérateurs qui avait investi plus d'1 million d'euros dans le logiciel de matching entre les données sociales et les données de facturation, c'était EDF, avec la tarification sociale de l'énergie. Et force est de constater que malgré les millions d'euros investis pour faire ce croisement, il n'y arrivait pas. Il y avait toujours à peu près 30-40% de non-matching. Et donc, ils ont décidé de l'abandonner pour aller vers des dispositifs plutôt orientés vers les chèques eau ou les chèques énergie. C'était aussi pour cette difficulté-là. Au moins, on était sûr de pouvoir envoyer le chèque à tout le monde. On ne s'attachait pas à repasser par la facture d'eau. Et le problème des tarifs et des chèques, c'est que du coup, les usagers qui habitent dans des appartements et qui n'ont pas de compteur et qui n'ont pas de facture sont exclus du dispositif. Or, ils peuvent représenter 30 à 40% des personnes que je cherche à cibler. Donc, c'était aussi une des limites. Le chèque eau, pas mal. En tout cas, dans l'idée, je peux envoyer l'aide à tout le monde sans passer par la facture. Le truc, c'est que normalement, le chèque eau, le principe, c'est qu'on repaye l'eau. Donc, c'est un peu fléché. Il faut que vous... Alors, je vous donne de l'argent, vous me le redonnez. Et entre les deux, je ne sais pas trop ce qui se passe, mais souvent, les gens ne redonnent pas toujours parce qu'ils n'ont pas compris comment ils pouvaient le redonner. S'ils sont avec un bailleur, ils ne vont pas le redonner à leur bailleur. Donc, ça pose des complexités. Sans compter, comme vous l'affichez ici, le coût que tout ça représente. Dans et en le plus, ça traitement. reprend... Alors, sur les chèques eau, on arrive à dématérialiser, ça coûte pas trop cher. D'accord. Mais globalement, il y a un peu ce mécanisme de je donne, je récupère. Alors, du coup, quand on sait que 80% à 90% des précaires que je vais aider payent leur facture d'eau, quand on n'est pas trop inquiet sur l'idée que si on verse l'aide, on sait qu'elle sera utilisée à des bonnes fins. Et donc, c'est vrai que ça, c'est important aussi de retravailler sur l'idée de ne pas stigmatiser les ménages modestes comme des mauvais payeurs qui ne joueraient pas le jeu. Donc, si on passe cette barrière-là, on peut se dire, OK, on peut faire un virement bancaire directement. Et donc, c'est ce qui se développe pas mal sur Montpellier, aussi sur Grenoble, sur Nantes, sur Lille. Le fait de faire un virement
dont le montant est très variable d'une collectivité à l'autre, donc ça peut être le sujet du débat, mais l'idée c'est qu'une fois que la CAF m'a dit, bah voilà, ces personnes-là sont précaires, voilà quelle taille elles font et voilà quels sont leurs revenus, elle peut aussi donner l'IBAN. Et l'IBAN permet du coup de faire un virement automatique vers tous les ménages qu'on aurait ciblés. Donc c'est un peu l'avantage. Alors je me dépêche de conclure sur ça. Mais justement, si on a bien compris vos propos, cette dernière case, c'est un petit peu la résultante de votre analyse, en fait. C'est pour vous la voie la plus pertinente. Alors, de mon point de vue, aujourd'hui, c'est une des meilleures, avec des limites encore. Oui, parce que comme on le dit, rien n'est parfait, il n'y a pas de formule magique, on l'a dit. Rien n'est parfait. Mais c'est des choses qui peuvent être effectivement facilitantes, qui ne coûtent pas très cher. D'ailleurs, j'allais montrer un peu le mécanisme qui a été mis en place sur différentes collectivités. Donc ça, c'est plutôt assez efficient. Mais après, ça dépend aussi du montant qu'on donne. Finalement, si on verse automatiquement 10 € aux ménages les plus précaires, bon, c'est pas non plus un gros sujet. Si on donne 70 € par ménage, ça va peut-être changer un petit peu. Alors en plus, on parle d'aide annuelle, donc vous voyez un peu les difficultés. Mais je vous laisse terminer. Voilà, je ne voulais pas vous interrompre, mais c'est intéressant. Je voulais juste dire que sur ces derniers montages, et qui est en train d'être finalisé aussi dans un décret d'application pour pouvoir faciliter les transferts entre les organismes sociaux et les autorités organisatrices des services d'eau. L'idée, c'est que c'est un mécanisme assez simple. L'organisme social envoie de façon anonymisée une première extraction avec l'ensemble des allocataires de son territoire. Et avec une clé anonyme, donc il n'y a pas le nom, il n'y a pas le prénom, il n'y a pas l'adresse, c'est juste une clé anonyme, dans laquelle on a la taille du ménage et son revenu, et un certain nombre d'informations, s'il est bénéficiaire ou pas du RSA, s'il est étudiant boursier ou pas, s'il est hébergé chez quelqu'un, etc., pour pouvoir qualifier davantage les allocataires. Mais sur cette base-là, qui est anonyme, donc qui est sécurisée d'un point de vue RGPD, en tout cas, ça reste des données confidentielles évidemment et personnelles, mais le traitement est quand même assez sécurisé de ce point de vue. La collectivité organisatrice du service d'eau peut dire, bon ok, ce ménage-là, il a telle taille et tel revenu. Si je veux lui garantir un volume de base de 40 mètres cubes ou de 30 mètres cubes, on va déterminer un volume à garantir. Donc ce n'est pas un volume qu'on va aller chercher sur la facture réelle de l'usager, mais bien un volume théorique. Et qui dit, bon, ok, voilà, par rapport à ça, ce ménage, ils sont 4, ils devraient avoir une facture de 110 mètres cubes, on va dire ça comme ça. Et avec le prix de l'eau que j'ai, ça va représenter un poids de 4%. Donc il faudrait que je donne, par exemple, 50 € pour redescendre au seuil de 3%. Voilà. Et donc, je vais pouvoir redonner à la CAF un fichier qui dit, voilà, la clé anonyme, il faudrait donner 50 €. La clé anonyme numéro 42, il faudrait donner 60 €. Et la clé numéro 2400. Donc là, on est dans la même mécanique que les APL, par exemple. Exactement. Mais alors, avec ce mécanisme, exactement, ça sera un montant d'aide. Mais in fine, on redonne à l'organisme social cette clé et ce montant. Et l'organisme, il peut nous renvoyer le nom, l'adresse et l'IBAN et le montant d'aide à verser. Donc là, on reste quelque chose de très simple. Les données dont on va récupérer la collectivité sont très limitées. Juste le nom, l'adresse, l'IBAN et le montant de l'aide. Et on va pouvoir aller communiquer avec les usagers qu'on a aidés en leur envoyant un courrier en disant on va vous verser X montant d'aide pour tel volume d'eau garantie. Attention, vérifiez bien que vous êtes dans ces volumes-là. Si vous êtes au-delà, c'est qu'il y a peut-être des choses à faire sur vos pratiques de consommation. Vous devriez pouvoir baisser peut-être un peu votre consommation. Et globalement, une fois que c'est d'accord, parce que l'usager peut refuser quand même de recevoir l'aide, on va lui verser automatiquement l'aide sur son compte. Donc voilà un peu le mécanisme. Ça, c'est un dispositif qui permet de toucher 100% des allocataires qu'on souhaite cibler. D'accord ? Ils n'ont pas besoin de faire de démarche. Et c'est des coûts de gestion entre 5 à 10% de l'enveloppe totale qu'on va verser. Donc plus l'enveloppe est faible, plus le coût de gestion va être important. Mais sur Grenoble, par exemple, ils ont évalué à 4,6% le coût complet du dispositif. Donc en termes de gestion, on est quand même sur des coûts de gestion qui sont très faibles. D'accord ? Et vous pouvez aller regarder sur Grenoble, Nantes, Montpellier, Lille, Creusot-Monceau et encore Annecy, Grand Annecy, pour des dispositifs à peu près similaires. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous, Monsieur Godefroy. Merci pour ces explications très claires, pour cette démonstration. Je me tourne vers vous, comme convenu, pour vous donner la priorité des questions. Moi, vous m'avez inspiré plein de questions complémentaires que je pourrais vous poser éventuellement. Je voudrais d'abord vous donner la parole, si vous le souhaitez, pour
réagir ou demander telle ou telle précision à nos intervenants. Il n'y a aucune obligation pour ce faire. Mais en vous écoutant, alors vous aurez remarqué qu'à ce stade, on n'a parlé ni de piscine, ni de potager. Voilà. Et je ne peux pas m'empêcher peut-être d'aborder ce sujet dans un instant. Par contre, je voudrais revenir à ce que vous disiez, Monsieur Godefroy, quand vous m'avez invité, et avec raison, à consulter ma facture d'eau pour en comprendre toute la complexité, etc., et toutes les difficultés d'interprétation parfois dans certaines circonstances. Est-ce qu'on connaît à peu près la tendance, le pourcentage d'usagers qui consultent leur facture d'eau et qui essayent d'en retirer quelques enseignements? On va peut-être commencer par le commencement. Est-ce qu'on connaît ces données? Allez-y. Poser la question à la salle. Qui connaît son prix de l'eau? On peut faire un petit sondage en direct, hein, si je puis dire. Pas beaucoup de mains se lèvent pour l'instant. Les directeurs ne disent rien. Et oui, non, mais c'est vrai. Alors, effectivement, est-ce que Voilà, la c'est à peu près catégorie socio-professionnelle est représentative? Ça, c'est une autre question. Mais effectivement, oui, je comprends. C'est la tendance quand même. C'est pas la facture la plus décortiquée, quoi. Les études qui ont été faites, moi que j'ai eues là-dessus, montraient que très peu de personnes maîtrisaient son budget. Sans doute, les ménages les plus modestes sont les plus regardants. Mais vu la complexité de la facture telle qu'elle est affichée aujourd'hui, alors on va regarder le montant global, mais la facture aujourd'hui est très complexe. Et à mon avis, l'origine de ça, c'est qu'on voulait essayer de clarifier les choses entre quels étaient les acteurs de l'eau, de l'assainissement, les délégataires, les régies, etc. Et donc on a une facture d'eau qui est juste illisible pour la plupart. Et face aux nouveaux enjeux qui arrivent, notamment d'économie d'eau, il va falloir sans doute transformer cette facture d'eau en un nouvel outil aussi pour travailler sur la sensibilisation aux économies d'eau, ce qui n'est pas du tout l'objet aujourd'hui de sa finalité. Monsieur Ten, ça vous a inspiré une réaction? Oui, deux réactions. La première, c'est qu'effectivement, il y a déjà peu de gens qui regardent combien coûte réellement l'eau, mais en plus, il y a pas mal de gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un mètre cube. Et c'est vrai que le rapport que les gens peuvent faire entre le prix de l'eau du robinet et le prix de l'eau en bouteille est souvent complètement faussé. Très souvent, les gens ne s'aperçoivent pas que pour 2-3 euros par an, ils ont leurs 2 litres ou 3 litres d'eau à boire par jour sur toute l'année. Et ne réalisent pas que c'est quand même 50 fois moins cher que de l'eau voire plus, en, je crois. bouteille. Ouais. Voire si on prend les grandes marques, les grands crus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je reviens juste un tout petit peu sur ce que disait Simon sur les différents dispositifs. Je pense qu'ils retracent aussi des visions politiques assez fortes. Est-ce que le pauvre doit faire une démarche pour être aidé, c'est un peu la démarche du pauvre méritant. Il doit faire un effort pour bénéficier d'une aide ou pas. Est-ce que, en vertu du principe l'eau paye l'eau, le dispositif d'aide sociale doit être absolument fléché et ne payer que des mètres cubes d'eau et éventuellement d'assainissement, mais surtout pas prendre le risque d'autre chose? Ou est-ce qu'on dit c'est un droit à l'eau? Les gens ne doivent pas y consacrer plus de X% de leurs revenus. Alors suivant les collectivités, l'ONU va dire 3%, certains disent 2,5%, disent 2%, enfin peu importe, mais en tout cas, de manière automatique finalement, peu importe que vous ayez payé déjà ou pas encore votre facture d'eau, elle ne devrait pas le dépasser. Après, il restera quand même qu'on est sur des calculs théoriques, des consommations jugées essentielles, utiles, etc. Et qu'elles sont un petit peu normées et qu'elles ne nous disent pas directement une personne peut, parce qu'il y a une fuite d'eau, parce qu'elle est un peu, sans faire du gaspillage, mais un peu moins attentive, dépasser les 3% simplement parce qu'elle consomme plus d'eau que ce qui est jugé comme étant nécessaire. Et donc il y a aussi cet accompagnement-là à faire. Merci beaucoup. Madame Cassous-Scott, en écoutant les différents intervenants en parallèle de votre intervention, j'entendais M. Pomarez tout à l'heure qui nous rappelait que les liens qui se faisaient, les croisements de données avec la CPAM étaient respectés la réglementation générale de la protection des données. C'était dans le cadre de RGPD. Et puis M. Godefroy expliquait qu'il y avait plein de données potentiellement à disposition. Vous évoquiez vos missions dans le domaine de la restauration collective, par exemple. Alors je me disais, à l'échelle d'une métropole, il y a quand même des données
certainement très intéressantes qui existent sur la caractérisation des ménages, sur la composition du foyer, sur la consommation potentielle ou qui serait la plus pertinente par rapport au foyer. Est-ce qu'il n'y a pas ce genre de données à l'intérieur même d'une collectivité comme la vôtre, en recroisant avec les données sociales de la métropole? Peut-être Mme Poublan pourra en dire plus, mais je pensais à la restauration scolaire, par exemple. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas des choses exploitables? Non, malheureusement, apparemment. D'accord. C'est pas le même étage du bâtiment, ou c'est pas le même silo. Hein, je pensais à ça tout à l'heure aussi. Sur Bordeaux Métropole, voilà. On n'est pas sur chaque commune. D'accord. Et puis même sur chaque commune, on va le savoir pour ceux qui, par exemple, envoient leurs enfants à la restauration scolaire. Donc on ne le sait pas de façon exhaustive. Oui, mais enfin voilà, l'idée étant d'améliorer un peu le fichier. Ouais, quoi, ouais, hein, ouais. voilà. Non, moi je pense que leur démonstration, elle est tout à fait intéressante. Elle va complètement dans mon sens, et qui plaide sur l'automaticité de l'aide. Je pense qu'on peut y arriver. D'accord. Parce qu'on a des organismes qui sont en capacité de nous donner des données, de nous donner donc de flécher les personnes, de ne pas nous donner les données, mais de flécher les personnes, les ménages qui peuvent effectivement prétendre à une aide. Et de façon automatique, sans la démarche. Donc je crois qu'on doit pouvoir y arriver. La CAF, c'est quasiment acquis. Vous avez parlé à CPAM. Moi, je parle de la CARSAT parce que là aussi, c'est important de reprendre aussi le contexte local dans lequel on est. Oui, nous, on a par exemple beaucoup de personnes seules et aussi beaucoup de personnes âgées. Mon voisin, je lui ai posé la question en aparté, je vais lui la poser avec le micro. Mais vous n'avez pas de tarification saisonnière parce que quand même, mon voisin est maire de Mimizan et je lui disais que j'avais été étonnée du nombre d'habitants l'été par rapport à l'année. Je crois que vous pouvez nous le dire. Et je vois de plus en plus de communes qui, effectivement, s'interrogent sur cette tarification saisonnière. Donc on essaie... Dans toute sa complexité, parce voilà. qu'on disait, il y a des résidences secondaires qui consomment peu, mais il y a aussi la pression touristique saisonnière qui, au contraire, fait exploser les compteurs. Donc il va peut-être nous répondre, mais je voudrais simplement rebondir sur votre question, parce que vous voyez là la démonstration quand même de la complexité on de est la chose. Ça, je pense qu'on en est convaincu. Et de conjuguer justement une politique sociale d'accès à l'eau avec une politique environnementale. Ça, c'est vraiment, pour moi, la chose la plus complexe. Mais je crois qu'il faut vraiment faire l'effort de conjuguer les deux. On ne peut pas, aujourd'hui, avec ce qui se passe, avec la raréfaction de la ressource, on ne peut pas les dissocier. Donc, et c'est là l'exercice complexe. Et puis simplement dire que il y a quand même à garantir l'eau pour les personnes qui sont encore plus vulnérables, qui ne sont pas forcément d'ailleurs nos usagers du CCAS. Mais moi, j'ai défendu pendant longtemps la création de missions squat à Bordeaux Métropole. Nous en avons une. Et une de ces missions, c'est l'accès à l'eau, garantir l'accès à l'eau. Et là, c'est plus simplement faire payer une facture, c'est de tirer les branchements et de garantir lorsqu'il y a un campement, et nous en avons beaucoup sur la métropole, de pouvoir garantir l'accès à l'eau potable. Et alors l'assainissement, c'est encore là, c'est à venir, et pourtant c'est un problème environnemental et de santé qui est absolument phénoménal. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Madame Cassou-Scott. Madame Poublan, une question qui me vient, à laquelle vous pouvez répondre. J'aurais pu la poser également à Madame Cassou-Scott, mais je disais tout à l'heure en faisant un clin d'œil qu'on n'avait pas évoqué les piscines ni les potagers. Or, à l'échelle du département, évidemment, toutes les situations sont particulières, mais il y a un certain nombre de gens dans la précarité qui disposent d'un bout de terrain, d'un jardin, qui disposent d'une habitation individuelle qui leur permettent d'envisager ça. Et dans ce contexte d'inflation, sur notamment le post-alimentation que l'on connaît bien, il y a certainement déjà, et puis peut-être à l'avenir, un engouement pour le potager. Au moment, pour complexifier l'équation également, au moment où il va y avoir des restrictions encore plus importantes. Comment est-ce qu'on gère ça? Parce qu'il y a cette consommation qu'on n'a pas évoquée jusqu'à présent, l'arrosage des jardins, et notamment à vocation alimentaire, c'est pour ça d'où le terme de potager. Oui. Voilà, alors je vous laisse m'expliquer ce qui se passe dans ce cas précis. Alors, au niveau des CCS, on n'est pas trop confronté normalement à ces cas précis-là. On aurait tout intérêt effectivement au développement des jardins et jardins collectifs. Familiaux et collectifs. Il y a en fait toute une partie de prévention de l'utilisation de l'eau, et c'est sur celle-là où on peut être acteur.
C'est-à-dire qu'effectivement, comment on consomme son eau. Alors souvent, dans les foyers, c'est plutôt les problématiques autour des machines à laver le linge et de leur consommation. Mais ça sera demain, effectivement, celle sur les jardins. Mais ça, c'est effectivement le travail que l'on peut faire. Et je dirais que cette automatisation permet de le faire de façon décomplexée, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui aura cette aide ou pas, parce que les personnes ne seront pas venues la demander. Et donc, on peut le faire de façon très générale sur toute la population, qu'elle soit en difficulté, qu'elle soit vulnérable ou pas. Et donc, c'est en ça où c'est effectivement très intéressant. Alors, effectivement, après, personnellement, je ne suis pas obligatoirement favorable à ce que les personnes remplissent des piscines. Je ne suis pas favorable aux piscines, mais ça, c'est un autre débat. Oui, merci beaucoup. Monsieur Ten, vous avez connaissance de cette problématique particulière en d'autres territoires? Comment est-ce qu'on appréhende cette partie-là? Au-delà de ce que vous avez cité, il y a aussi les fuites d'eau, les chasses d'eau qui fuient, dont avait parlé Monsieur Ten aussi, on peut imaginer. Ça peut avoir des conséquences aussi très importantes. Oui, mais c'est souvent un petit peu caricatural. C'est-à-dire que c'est très difficile, justement, parce qu'on ne sait pas très bien qui est derrière un compteur. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un certain nombre d'études qui ont été faites, y compris en faisant passer des drones, etc. Allez-y, allez-y. Ah, il y a une petite panne de micro. Votre micro est ouvert ou c'est un problème de batterie? Alors, on va prendre le suivant. Voilà, parfait. En passant par des drones, de la photo-interprétation, etc. Et qui montrent bien que les personnes qui ont des piscines consomment plus d'eau et que plus le terrain est grand, plus on consomme d'eau. Mais la difficulté, c'est justement de pouvoir réaccéder au-delà de ça à la personne ou au nombre de personnes qu'il y a pour pouvoir effectivement déterminer quelle serait la consommation théorique normale ou des besoins essentiels, les fameux 50 à 100 litres d'eau. Et puis, pour dire deux choses, d'abord, effectivement, on pourrait dire que c'est plus cher pour ces usages non essentiels, et voire même, puisque ça a été fait un petit peu cet été dans certains secteurs, on a des arrêtés de restriction d'usage de l'eau en période de sécheresse qui interdit le remplissage des piscines ou même les mises à niveau des piscines. C'est pas toujours respecté. On voit que c'est des arrêtés des préfets qui sont peu relayés à l'échelle communale. Oui. Et puis la deuxième chose, c'est de carrément aller, et ça a été fait dans certaines communes, de limiter les débits justement à 100 litres, 150 litres, 200 litres d'eau par personne et par jour, pour tenir compte non pas directement d'une question d'écologie ou d'environnement, mais simplement d'équité, pour assurer que la quantité d'eau disponible sur le territoire étant limitée, si certains en consomment trop parce qu'ils ont la chance d'être près du réservoir, en gros, je caricature, mais le risque, c'est que ceux qui sont plus loin n'en aient pas. Et donc, il faut effectivement réduire les consommations. Merci beaucoup. Oui, évidemment, on va commencer par ça. J'imagine que l'eau la moins chère, c'est évidemment, comme pour l'énergie, celle qu'on ne consomme pas. Nous sommes bien d'accord là-dessus. Monsieur, je vous laisse vous saisir du micro qui va vous être proposé. J'en profite pour remercier Sixtine qui est parmi nous et qui se charge de cette mission avec beaucoup d'attention. Merci, monsieur, de vous représenter. Je crois que vous étiez parmi nous tout à l'heure déjà. Oui, Yves Cochet, directeur général du syndicat d'eau Hauts-de-Vienne à Poitiers. Ce qu'on a évoqué beaucoup, la tarification sociale, en fait, c'est un acte de solidarité, on ne l'a pas vraiment dit. On a dit l'eau paye l'eau, mais si on fait payer moins certains, on fait payer plus d'autres. Donc, c'est bien un acte de solidarité qu'il faut bien avoir en tête. C'est-à-dire que si on favorise, et c'est l'objet du débat de ce matin, de dire si je favorise une partie de mes abonnés, ça veut dire que c'est l'autre partie des abonnés qui vont contribuer au paiement de cette facture. Donc, je pense que c'est important de rappeler que le principe de l'eau paye l'eau fait que si certains payent moins, d'autres vont payer plus par solidarité. Et donc, c'est la construction d'une solidarité entre abonnés d'un même territoire qui est constituée par ce tarif social de l'eau. Et pour rebondir sur ce que me disait M. Godefroy, si on a mal calibré la manière dont l'axe social est fait, si ça trouve, la personne qu'on pensait aider, elle va aller dans l'autre case parce qu'on n'a pas bien mesuré. Et au lieu de l'aider, on va encore lui faire payer plus cher parce qu'elle n'est pas dans la bonne case de la solidarité. Donc on voit bien que le système est assez complexe, mais je voulais surtout intervenir sur la question de la solidarité entre abonnés. Juste avant, c'était la solidarité entre nos abonnés et des abonnés ailleurs dans le sud, puisque c'était sur la coopération décentralisée. Oui, donc là, c'est une autre forme de solidarité entre abonnés d'un même territoire qui est constitué par cette tarification. Et comme ça n'a pas été spécialement développé, je voulais juste... Vous auriez pu faire la transition entre les deux conférences, c'est parfait. Oui. Effectivement, qu'on voit bien. Merci pour votre intervention, monsieur. Monsieur Pomarez, je vous en prie. Monsieur, Godefroy. D'ailleurs, je veux réagir là-dessus. La loi Oudin préconisait de pouvoir consacrer 1%
du budget de l'eau et de l'assainissement sur la coopération internationale. Quand vous regardez les montants qui sont aujourd'hui alloués à la solidarité locale, alors même qu'on est en mesure de déterminer quel est le niveau du problème sur les ménages les plus précaires, quand on dépasse 0,5% alloué à la solidarité locale, c'est déjà énorme. Donc, il faudra peut-être essayer aussi de sensibiliser les élus sur le fait que consacrer 1 ou 2% du budget de l'eau à la solidarité locale via des dispositifs de redistribution, c'est quand même jouable. C'est-à-dire, on n'est pas en train de parler de consacrer 20% du budget de l'eau à la solidarité locale. Mais aujourd'hui, d'après les éléments qu'on a, voilà, si on monte à 3 ou 4% du budget de l'eau, c'est le grand maximum en fonction des territoires. Alors qu'on est en train de se dire, voilà, il faudrait au moins consacrer 1% pour l'international. Donc ça pourrait être un bon sujet de... Monsieur Ten, quelle est la vision de votre fédération là-dessus? Qui paye quoi et comment ça doit se passer? Comment ça doit se passer? Je nuancerai un petit peu les propos de Simon, notamment avec justement la transposition de la directive. C'est tout l'intérêt de ce débat. Alors c'est vrai que tout à l'heure j'ai oublié de conclure pour dire que le fameux droit à l'eau, c'était quand même pour l'essentiel organisé par le service public de l'eau. Bon, les politiques en silo étant ce qu'elles sont, il va falloir attendre la directive assainissement pour traiter du droit à l'assainissement. Donc pour le moment, on a un droit à l'eau, pas à l'assainissement. Donc c'est vrai qu'il y a quand même un petit souci, y compris sur des camps ou des zones de squat, etc. Parce que c'est bien d'avoir de l'eau, mais si on ne peut pas l'évacuer, ça ne va pas aider complètement. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que ces nouvelles obligations, elles vont quand même mettre à la charge des collectivités des sommes supplémentaires pour assurer les diagnostics et puis pour mettre en œuvre des solutions permettant de manière cette fois-ci obligatoire quelque part. Hein. Je veux dire, la loi ne dit pas si vous devez opter pour une tarification, s'il faut opter pour une allocation, s'il faut opter pour ci ou pour ça. Mais par contre, il y a un diagnostic obligatoire et des mesures à prendre dans la limite technique, dans la limite sanitaire, etc., pour garantir l'accès à l'eau. Bon. Ce qui est sûr, c'est que pour la partie purement sociale, effectivement, on devrait pouvoir rester dans des quelques pourcents qui permettent de sécuriser les fameux seuils de 3% des revenus, ou même un peu moins, qui permettent d'avoir des solutions d'alimentation en eau, des bidonvilles, des squats, des gens du voyage. Le volet finalement qui risque d'être le plus coûteux, c'est les habitations isolées qui aujourd'hui dépendent de ressources en eau privées, une source, un puits, un forage, etc., et qui, avec le dérèglement climatique et des sécheresses accrues, vont se retrouver, pas en permanence, mais suffisamment souvent et suffisamment longtemps dans l'année pour nécessiter des solutions alternatives, alors qui vont passer probablement soit par des extensions de réseau, soit par des constructions de citernes et de l'alimentation en eau par camion. Et ça, effectivement, c'est pas social finalement. Enfin, au premier abord, c'est pas social. Ouais. Hein. Mais c'est solidaire. Mais il va falloir aussi trouver des solutions pour ces personnes. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Je vous en prie, madame. Je vous laisse vous présenter également pour ceux qui ne vous connaissent pas. Oui, bonjour, Manon Vivière. Je suis sociologue au LIR, un centre de recherche et d'innovation Suez. J'avais une question plutôt terre à terre et revenir sur le retour d'expérience, surtout sur l'automatisation des aides et des allocations. On a l'impression, quand on voit le schéma, qu'on a la CAF donne des données anonymisées à la collectivité lui redonne. Et ça se passe assez simplement. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Est-ce qu'il faut un pilote, monsieur, madame CAF d'un côté, monsieur, madame gestion des facturations de l'autre? Combien de temps d'échange? Comment on s'apprivoise? Est-ce que ça va de soi? Je voulais qu'on rentre un petit peu dans l'expérience. J'ai cru comprendre que ça n'allait pas tout à fait de soi, hein, mais voilà. Jusqu'où peut-on aller à ce stade, monsieur Godefroy? Écoutez, des 5 ou 6 expériences qui ont mis en place ça, ça met un petit peu de temps de mise en œuvre, enfin de lancer le partenariat. Mais globalement, extraire des données pour la CAF, c'est du quotidien. Ça prend 2 heures de sortir le fichier. Une fois que c'est lancé, honnêtement, d'ailleurs, c'est pour ça que c'est aussi plébiscité par la CAF, c'est que ça lui prend pas beaucoup de temps.
Après, la question de l'interprétation des données qu'on reçoit, de comprendre ce qu'il y a dedans, de savoir si, quand on prend un étudiant boursier, pas un étudiant boursier, etc., qui on touche vraiment, là, c'est vrai qu'au début, on peut attendre de la CAF un peu de conseils et d'expertise sur l'interprétation des données. Mais globalement, c'est des systèmes qui coûtent entre 3 et 4 jours de travail. C'est pas des ETP et des ETP par an. Je parle de 3 et 4 jours de travail par an. Donc c'est plutôt assez efficient. Et voilà. En tout cas, moi j'ai pas de retour de grosses difficultés, notamment parce qu'il n'y a pas cette volonté de croiser entre les allocataires de la CAF et les abonnés du service. C'est souvent ce travail de croisement qui est très coûteux en temps et en énergie. Et quand on se dit c'est pas la peine puisqu'on va partir sur des volumes théoriques garantis, ça peut permettre de simplifier les choses assez simplement. Alors, au risque d'être taquin, je m'exprime en tant que citoyen. Là, je sors un petit peu de mes prérogatives. Mais pour constater, nous pouvons tous le faire, que les croisements, il y en a qui se font très très bien quand il s'agit de fiscalité ou autre, on est d'accord. Et là, on trouve, et là, on reçoit les factures, il n'y a pas de problème. Donc, parfois, on peut se demander pourquoi ce n'est pas aussi facile dans des problématiques comme celle qu'on aborde aujourd'hui. Les données sont majoritairement des données qui viennent des impôts, effectivement. D'accord, donc tout est lié, on est bien d'accord. Il n'y avait pas d'autres questions en attendant. Si, je vais peut-être répondre. Oui, je vous en prie, bien sûr, M. Pomarez, je vous en prie. Sur l'expérience CPRM. Donc là, côté CPRM, je ne sais pas comment ils traitent. En tout cas, nous, quand les fichiers reviennent Excel, c'est en une journée, c'est fait, quoi. Donc il n'y a pas de souci. Là où le problématique, c'est suivant l'interlocuteur qu'on peut avoir à la CPRM. Je vais expliquer sur Mont-de-Marsan, ça se passe très bien, on n'a aucun retour, tout arrive en temps et en heure. Par contre, sur Bayonne, on a 5-6 collectivités, en plus des petits villages, on a plus de mal à avoir le retour, quoi. Ah oui. Il faut les relancer. D'accord. Mais bon, il y a une convention qui est signée avec le directeur. Voilà, ça dépend Merci pour des antennes. ce témoignage qui peut intéresser. Voilà. Et après, je répondrai à Madame Castouchotte parce qu'elle m'a interrogé. Alors là, je prends la casquette de maire. Demi-Misan, on a compris. Demi-Misan, donc qui n'est pas du tout dans le territoire qui est un peu plus haut. Je précise, alors la commune, c'est une commune de 7500 habitants à l'hiver et on passe à plus de 45 000 l'été, parce qu'on est sur la côte. Donc elle m'a interrogé sur pourquoi on ne met pas de tarification saisonnière. Donc pour le moment, la difficulté, c'est le coût de cette mise en place et de faire plusieurs relèves dans l'année. Donc on sait bien qu'il existe maintenant radio-relève, télé-relève, mais c'est encore des coûts assez prohibitifs. Voilà. Ouais. Donc voilà, pour l'instant, on n'est pas du tout on n'est pas là-dessus, on y réfléchit. Mais on n'a pas encore pris le pas de cette procédure, sachant que sur le département, il y a quand même, sur le sud du département, avec le SIDEC, le syndicat départemental, qui gère comme ça cette saisonnalité sur les communes de Cabreton, notamment. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Pomarez. Je vous propose une dernière question de la salle. Monsieur, je vous laisse vous présenter. Oui, Pascal Bouche de la Régie de l'eau Bordeaux Métropole. J'aurais une question. On a parlé de la solidarité entre les usagers, de tarification saisonnière. Peut-être une question pour monsieur de Citexia ou de monsieur Ten sur les expérimentations qui auraient pu avoir lieu sur des tarifications différenciées entre usagers. Parce qu'on a beaucoup parlé d'usagers plutôt de foyers particuliers, mais on a évidemment différentes catégories d'usagers, des professionnels, des communaux, des particuliers. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des expérimentations ou des évolutions de la réglementation pour pouvoir avoir des tarifications différenciées selon la typologie des usagers? Merci pour cette question, monsieur. Alors justement, sans vous paraphraser, vous avez anticipé sur la dernière question que j'envisageais de poser à monsieur Ten, à qui je demanderai dans un instant, effectivement, au niveau national, la fédération ou dans laquelle vous partagez, j'imagine, un certain nombre de retours d'expérience, avec le recul dont vous disposez aujourd'hui, si vous avez maintenant des modèles de tarification dite sociale qui s'avèrent plus efficaces que d'autres. Mais monsieur Godefroy, je vous laisse commencer pour vous dire ce que vous en pensez en tant qu'analyste aussi, avec le regard dont vous disposez. Oui, alors du coup, il y a des possibilités qui ne sont pas non plus énormes. C'est-à-dire qu'on peut différencier légalement les ménages des non-ménages.
D'accord, ça c'est autorisé par la loi. Mais il y avait un grand principe jusqu'à maintenant, c'est qu'à service égal, tarif égal, donc si vous avez de l'eau, vous devez payer la même chose que le voisin, quelle que soit sa nature. Mais bon, il y a eu quand même des évolutions sur le fait de dire que de l'eau des ménages n'était pas pareil que l'eau des professionnels. Parmi les professionnels, vous ne pouvez pas distinguer un service public d'une entreprise, par exemple. Parce que ça, on va considérer, voilà, réglementairement, on a un service égal, tarif égal, sur cette typologie d'usagers-là. On a quelques pistes, quelques autorisations possibles sur l'usage agricole par rapport à l'usage non agricole, qui pourrait être une deuxième... mais encore là, assez prudence, parce que définir ce qu'est un usage agricole est vraiment pas simple. Donc on a le droit, un petit peu. Puis quand on regarde de plus près, si je prends juste la différenciation ménage-non ménage, dans certains cas, la consommation des professionnels peut représenter jusqu'à 30% de la consommation globale. Pour pouvoir faire baisser de 10% les 70% de ménages, il faudrait augmenter de 40% les professionnels. Donc en fait, on ne le fait pas vraiment non plus, parce que les effets de report sont alors du coup, on pourrait essayer de gagner quelques pourcents, 1% sur les ménages. Bon, déjà, ça fait 5 ou 6% en plus sur les professionnels. Donc ces rééquilibrages-là ne sont pas non plus démentiels. Mais par contre, il y a pas mal de collectivités qui le mettent en place, avec aussi la difficulté. J'ai une boulangerie au pied d'un immeuble. Il n'y a qu'un seul compteur. C'est du ménage ou c'est pas du ménage? Bon, bref. Donc, on a le droit juridiquement. Techniquement, c'est pas si simple. Et économiquement, c'est pas des effets ouf. On va dire ça comme ça. Pardon, excusez-moi l'expression. Merci beaucoup. Monsieur Ten, nous arrivons à l'issue de cette conférence. Et avec tout le respect que j'ai pour la question que monsieur a posée, je vous laisse y répondre si vous le souhaitez, mais de manière plus générale, sans vous demander de conclusion ou de synthèse, mais plutôt en guise de mot de la fin, c'est effectivement la question transversale qui m'est venue en vous écoutant. C'est à savoir, mais finalement, il y a plein d'expériences qui existent un peu partout. La tarification dite sociale, c'est pas d'aujourd'hui ou d'hier. Finalement, avec le recul, est-ce qu'il y a des tendances qui se dégagent et qui montrent que telle ou telle orientation, sans vouloir contester les suggestions ou les propositions de bonnes pratiques qu'a faites monsieur Godefroy, mais voilà, qu'est-ce qui se dégage qui paraîtrait avoir le plus d'avenir, si on peut dire? Alors, déjà, là, je pense que la première chose, c'est que justement, il n'y a pas une solution universelle qui s'appliquerait partout et qui résoudrait le Graal du dispositif qui permettrait d'être solidaire, de différencier justement les consommations essentielles des consommations de confort. Donc solidaire et équitable. Qu'elles soient aussi, qu'elles permettent à la fois de soutenir les activités économiques qui en ont besoin, mais d'inciter à être économe. Enfin, voilà, il n'y a pas un dispositif unique, même sur un territoire donné. C'est-à-dire, évidemment, la situation du milieu littoral n'est pas la situation de l'intérieur. Une zone très agricole n'est pas une zone très urbaine. Mais même à l'intérieur de ces zones très urbaines, très agricoles, très touristiques, très ceci, très cela, il n'y a pas un dispositif unique qui permettrait de résoudre un petit peu, d'apporter des solutions à toutes les problématiques qui se posent. Ou alors, ça nécessiterait de rentrer dans une ingénierie sociale, économique, tarifaire, environnementale, etc., extrêmement compliquée, et à la fois compliquée à mettre en place, compliquée à suivre, compliquée à actualiser, et qui conduirait, à mon avis, à dépenser des sommes folles, finalement, pour pas grand-chose. Donc il faut rester modeste. C'est un petit peu comme un certain nombre de technologies un peu miraculeuses. Non, il faut rester assez pragmatique. Effectivement, sans doute dissocier la question sociale de la question environnementale. Si on ne veut pas trop caricaturer les choses. Il y a certainement un aspect quand même qu'évoquait Simon, c'est que, enfin là c'est presque plus une position politique, hein, et elle n'est pas partagée par tous les adhérents de la fédération, hein, y compris parce qu'il y a un biais ou une interrogation qui n'a pas été traitée, mais qui se pose toujours. Yves Cochet, tout à l'heure, de Hauts-de-Vienne, disait est-ce que des solidarités entre abonnés, mais la question de savoir est-ce que c'est aussi des solidarités entre contribuables, entre citoyens, elle demeure quand même. Hein. On a traduit ça, tarification sociale égale solidarité entre abonnés,
entre usagers de l'eau, mais la question de la fiscalité et des modèles de financement se pose aussi là-dessus, même si la transposition de la directive a ouvert des possibilités plus importantes pour des financements par la fiscalité. Mais je reviens juste quand même sur la question du droit. Donc s'il y a quelque chose qui est, même si il peut y avoir quelques élus qui au plan politique ne le partagent pas, mais la question de l'automaticité aujourd'hui, elle fait presque consensus. C'est-à-dire que le taux de non-recours étant ce qu'il est, si on veut vraiment cibler les populations pauvres, il faut aller vers une automatisation. Ça, c'est quelque chose d'à peu près certain. Et que l'individualisation des contrats de fourniture d'eau est quelque chose d'assez complexe, d'assez coûteuse à mettre en place. Alors, coûteuse un peu pour le service, coûteuse pour le propriétaire de l'immeuble, parce que sauf exception, il n'a pas du tout été conçu pour ça. Et donc derrière, ça va se répercuter sur les loyers, sur les charges, etc. Alors qu'il y a quand même déjà, dans pas mal d'immeubles, pas une individualisation des contrats, mais une individualisation des consommations d'eau, ce qui permet quand même une certaine sensibilisation aux économies. Et que donc les dispositifs qui cibleraient uniquement les abonnés sont probablement très coûteux à mettre en place si on veut que tout le monde soit abonné, et qu'il vaut peut-être mieux passer justement par des aides financières, par des dispositifs qui permettent d'apporter de l'argent pour faciliter globalement des revenus qui permettent de financer les services essentiels dont l'eau, plutôt que de viser cette individualisation et cette vision. Une aide doit être ciblée exclusivement pour l'eau et tous les usagers doivent être abonnés. Merci beaucoup Régis Ten pour ce résumé en quelque sorte d'un certain nombre d'échanges que vous avez eus, et je vous en remercie. Nous arrivons, comme vous le savez, à la fin de cette conférence. Je ne voudrais pas vous quitter sans vous rappeler que sur cette édition 2023 de Cyclo à Bordeaux, vous avez la possibilité de vous rendre sur des ateliers qui vous sont proposés dans l'espace Adour. Je vous laisse vous référer à votre plan. Vous avez la possibilité de découvrir des pitchs d'adhérents donc sur ces ateliers. Je n'ai pas forcément toutes les informations ici. Des solutions pour la sobriété énergétique, la sécurité sanitaire, la lutte contre le stress hydrique, tout ça vous est proposé par OTV Veolia pour information. La possibilité également d'aller visiter les nombreux villages cette année sur lesquels vous pouvez rencontrer et retrouver les partenaires de Cyclo, les villages des partenaires, le village des collectivités territoriales, qui est une nouveauté cette année pour vous permettre d'échanger avec vos pairs sur ces sujets. Le village de la maîtrise d'œuvre, également nouveau, qui est porté par Syntec Énergie, le village des syndicats, porté par O47 justement, O17 et SMDE 24. Le village Coopération Internationale, une nouveauté également par PSO et SO Coopération. Le village de l'innovation qui est scindé en deux espaces, le premier piloté par France Water Team et l'autre par Soltena. Et puis plus généralement, c'est 7000 m² pour cette édition Cyclo Bordeaux 2023 avec 150 exposants pour information. Voilà, le message et la page de pub étant faite pour la suite de votre visite. Je vous souhaite un très bon appétit et vous propose de remercier nos intervenants par quelques applaudissements. Merci beaucoup pour votre présence et à tout à l'heure, 14 h, pour une nouvelle conférence consacrée à la neutralité énergétique justement des services d'eau. 3, 2, 1.